Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de déconstruction. Et non, je vais pas vous parler de tout démolir à coups de marteau, mais de pourquoi chercher à remettre en question les systèmes de pensée et d'action actuels. On va voir ensemble pourquoi il est intéressant de se poser des questions et de pas suivre aveuglément les manières de faire que l'on nous a inculquées. On verra pourquoi c'est difficile de déconstruire, quels sont les processus qui nous ont amenés à nous comporter de telle ou telle manière, comment choisir ce que l'on veut déconstruire, et une fois que c'est fait, on explorera quelques pistes sur comment le faire. Cette vidéo ne sera sûrement pas objective. Par contre, ce que j'avance se basera sur des recherches faites en sciences sociales. Je sourcerai un maximum des points que je soulève, et à partir de ces points, je développerai des idées découlant logiquement de ce qu'avancent ces recherches. Vous pouvez retrouver tous les liens des sources dans la description, liens que je vous invite à consulter pour vous construire votre propre opinion. Bonne vidéo à vous. Déjà, la déconstruction, qu'est-ce que c'est ? Ce que j'entends par déconstruction, c'est l'analyse, l'abandon ou la modification de certaines constructions sociales que l'on a pu adopter au cours de nos vies. Cela concerne l'éducation que l'on a reçue, nos croyances, nos valeurs et les règles que l'on suit au quotidien. Cela va même jusqu'à l'identité que l'on adopte en tant qu'individu. En bref, tout ce qui touche de près ou de loin au conditionnement social, c'est-à-dire les choses que l'on ne ferait pas si l'environnement dans lequel on vit ne nous avait pas conditionnés à faire ces choses. Et ce processus de conditionnement social, il a un nom. Cela s'appelle la socialisation. La socialisation, qu'est-ce que c'est ? La socialisation désigne un processus par lequel l'individu est construit par la société dans laquelle il vit. C'est un processus au cours duquel l'individu acquiert par intériorisation et incorporation des façons de faire, de penser et d'être. Résumé grossièrement, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous pensez ce que vous pensez et pourquoi vous êtes qui vous êtes. Dans ces processus de socialisation, 3 éléments sont intégrés par l'individu. Les valeurs, les normes et les rôles. Les valeurs représentent ce qui est considéré comme désirable, juste ou encore important dans une société. Ce sont des idéaux qui vont s'illustrer à travers les normes. Par exemple, lorsque le respect est considéré comme une valeur, celle-ci se traduira par des normes de politesse. Le travail est aujourd'hui considéré comme une valeur, car il est perçu comme juste, important et désirable par, je pense, une majorité d'entre nous. Valeur qui va donc se traduire par une norme. Il est normal de travailler. Maintenant, dans une société où l'industrialisation a eu lieu et où on a besoin de moins pour produire plus, il peut être intéressant de reconsidérer cette valeur, surtout à une époque où les taux de chômage augmentent. S'il n'y a pas de travail, pourquoi continuer à le rendre obligatoire par notre mode de fonctionnement économique ? Surtout quand cela peut mener à l'ostracisation sociale d'individus ne parvenant pas à en trouver. Je rappelle qu'une partie potentiellement significative de ces individus n'arrive pas à en trouver, pas par manque de volonté, mais car il n'y a factuellement pas assez de place. L'importance de cette valeur peut donc avoir des effets très concrets sur la psyché des individus qui n'accèdent pas à l'emploi. De fait, ils sont dévalorisés par eux-mêmes et par leurs pairs. Le chômage peut donc être vécu comme un traumatisme, et dans un rapport du Conseil économique, social et environnemental de 2016, le Conseil tire la sonnette d'alarme. Si les effets économiques du chômage sont fréquemment évoqués, ces conséquences humaines et sanitaires sont largement sous-évaluées, quand elles ne sont pas simplement ignorées. Pourtant, de plus en plus de professionnels s'alarment et mettent en exergue le traumatisme que constitue le chômage et ses conséquences délétères sur la santé physique, mais également psychique des individus. Pour certains spécialistes, ce traumatisme s'apparente à une période de deuil. Il faut faire le deuil de son emploi, le deuil de tout un réseau social lié au travail. Contrairement à la perte d'un être cher, cette souffrance est plus difficile à appréhender par les proches. Plus grave, elle n'est souvent pas considérée comme légitime, par l'entourage bien sûr, mais avant tout par les personnes en situation de chômage elles-mêmes. Perdre son emploi, c'est perdre son identité sociale, voire sa valeur sociale. C'est risquer l'isolement social, les réseaux relationnels se fragilisent avec la perte des réseaux professionnels, qui sont encore nombreux à offrir des liens de solidarité, d'appartenance et d'identité de travail forts. Les liens familiaux, amicaux, de voisinage peuvent également s'altérer peu à peu. Perdre son emploi, c'est subir un choc psychologique, qui n'est ni perçu ni pris en compte comme tel. Pour les personnes en situation de chômage, le risque d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus est augmenté de 80% au regard des actifs. Je pense que l'accumulation de la majorité des ressources par une minorité d'individus est bien plus problématique qu'un manque de travail que l'on comble pour correspondre à une norme. D'ailleurs, cette manière de créer du job pour créer du job mène à la création de bullshit jobs. Le bullshit job est une théorie de l'anthropologiste David Graeber, qui postule que la société moderne repose sur l'aliénation de la vaste majorité des travailleurs du secteur tertiaire, les emplois liés aux services, qui sont amenés à dédier leur vie à des tâches inutiles et sans réel intérêt pour la société. Il soutient que la moitié des emplois sont inutiles et deviennent psychologiquement destructeurs quand l'emploi s'allie avec une éthique de travail qui associe le travail avec l'estime de soi. Je rappelle que l'on produit assez pour nourrir et loger
tout le monde, mais que notre modèle économique ne permet pas une redistribution de ces richesses équitable. Je pense que ce modèle économique n'est que rarement remis en question par une grande partie de la population. Car en valorisant des valeurs de travail et de mérite, on se refuse en quelque sorte à réexaminer la légitimité de ces valeurs. Et quand on le fait, on s'aperçoit que les critères de réussite sont bien plus liés à des facteurs déterminés qu'à un véritable mérite de l'individu. Cela se remarque facilement quand on regarde les pourcentages de réussite scolaire en fonction du milieu social. Voulons-nous laisser des facteurs déterminés donner un pouvoir incommensurable à une petite minorité de la population au détriment de son écrasante majorité sous prétexte qu'ils ont mérité ce qu'ils ont ? Vous avez donc ici un premier aperçu d'un exemple de questionnement de valeurs et de normes. D'ailleurs, en parlant de normes, qu'est-ce que c'est ? Les normes sont des règles de conduite fondées sur les valeurs. Elles marquent l'appartenance d'un individu à la société. Elles peuvent être formelles, c'est-à-dire consignées dans les lois ou les règlements, ou informelles, et qui donc relèveront plutôt des habitudes, des mœurs et des coutumes. Par exemple, s'arrêter à un feu rouge est une norme formelle, et ne pas porter de jupe pour un homme est une règle informelle. Ce qui est dommage, soit dit en passant, les jupes, c'est trop stylé. Il est important de reconsidérer ces normes, car bien qu'elles découlent de nos valeurs, ce sont les applications concrètes de celles-ci. L'exemple des jupes pourra en faire rire certains, mais ne pas pouvoir se comporter, et donc être d'une certaine façon, à cause de normes intégrées et oppressives, impactera de façon très réelle la vie de nombreuses personnes. Par normes oppressives, j'entends toute forme de restriction de l'individu à une manière d'être dictée par la société, sans raison valable. Passons maintenant aux rôles. Les rôles sont un ensemble de comportements qui sont socialement attendus d'un individu, notamment en fonction de son statut. Et du coup, le statut, c'est quoi ? C'est ce qui désigne la position d'un individu dans la hiérarchie sociale. Selon son statut, un individu peut être conduit à respecter des normes spécifiques. Par exemple, dans une usine, un patron et un ouvrier n'ont pas le même rôle. On n'attend pas qu'ils aient les mêmes comportements. Cela peut aller plus loin, comme par exemple nos rôles de genre ou familiaux. Homme, femme, père, mère, etc., etc. Mais aussi notre rôle biosociologique, comme la place de l'humain dans l'écosystème. Je vais pas vous faire de dessin sur pourquoi il peut être intéressant de déconstruire ces rôles-là. Donc quand je parle de déconstruction, je parle de la déconstruction de notre socialisation. Je vais faire l'effort de réexaminer les raisons pour lesquelles nous avons telle ou telle identité sociale, en analysant les valeurs, les normes et les rôles que l'on suit au quotidien. Pourquoi c'est dur de déconstruire ? Pour certains sociologues, notamment depuis les travaux d'Emile Durkheim, l'identité d'un individu est le fruit d'un conditionnement. Pour Durkheim, le fait social s'impose à l'individu, qu'il le veuille ou non, et non l'inverse. Le fait social, c'est l'ensemble des manières d'agir, de penser et de sentir qui s'imposent à l'individu. Il correspond à un système de normes établi pour et par la société, et n'est que rarement modifiable autrement que par un bouleversement social. La société s'impose ainsi à l'individu. Celui-ci intériorise donc les normes et valeurs qui ont cours dans la société à travers le processus de socialisation. Processus qui passe notamment par l'éducation de l'individu encore enfant. La socialisation est alors un processus d'intériorisation qui s'impose à l'individu dès l'enfance. Étant donné qu'on est socialisé depuis que l'on est né, et que cette socialisation s'impose à nous par une forme de conditionnement, il est facile de comprendre pourquoi il est si dur de remettre en question et de changer nos constructions sociales. Cela met aussi en lumière le fait que l'individu n'est que très peu responsable de ses manières d'être et de faire. Il peut être intéressant de reconsidérer les responsabilités individuelles, et d'essayer d'élargir notre regard sur la situation, en comprenant ce qui nous forme et nous pousse à agir de telle ou telle manière, pour savoir où diriger nos efforts quand on essaye d'amener certains changements sociaux. Je pense notamment à l'écologie, au racisme et au patriarcat. Mais attention, cela explique les comportements des individus, mais ne le justifie pas. Je pense qu'il est important de comprendre d'où viennent nos manières de fonctionner, mais aussi de garder une forme de responsabilité individuelle, sous peine de se décharger de toute contrainte morale. Mais gardez à l'esprit que l'individu est conditionné à être qui il est par différentes formes de conditionnement social, dues à l'environnement dans lequel il évolue. Sachant cela, je pense qu'il serait judicieux de réexaminer nos manières de responsabiliser les personnes ne respectant pas la loi. Enfermer des gens en prison ne changera en rien les systèmes qui auront mené à ce que la personne y atterrisse. D'autant plus qu'environ 30% des personnes récidivent dans les 1 an après leur sortie de prison, chiffre que l'on pense sous-estimé. Opter pour une justice réhabilitative plutôt qu'une justice punitive serait opter pour une compréhension des raisons menant un individu à commettre un crime, et comprendre ces raisons pourrait nous permettre de cibler ou effectuer les changements sociaux nécessaires. Nous aurions ainsi la possibilité d'agir à l'échelle individuelle ou systémique. Et agir à l'échelle systémique pourrait avoir des répercussions en cascade, impactant beaucoup plus d'individus potentiellement amenés à ne pas respecter la loi un jour ou l'autre, en prévenant ces raisons-là. Mieux vaut prévenir que guérir. Faut-il tout déconstruire ? Le but n'est pas de tout déconstruire. Je pense qu'il y a des choses que l'on fait pour de bonnes raisons, et que tout n'est pas acheté. Mais il est important de pouvoir tout réexaminer. Rien n'est à exclure, de fait.
Si on part du principe que certaines choses sont intouchables et qu'il ne sert à rien de réévaluer leur utilité, cela peut mener à certaines dérives et à l'installation de manières de faire ou d'être problématiques. Je peux penser par exemple à certains problèmes sociaux, ancrés profondément dans la manière dont la société, et par défaut nous-mêmes, fonctionnons. Et je les ai d'ailleurs mentionnés un peu plus tôt. J'ai nommé le patriarcat, le racisme et le capitalisme. Cela inscrit donc aussi dans la roche certaines normes, valeurs ou rôles qui à terme ne pourront pas évoluer avec leur temps, car elles ont ce statut intouchable. Et même une fois devenues obsolètes et ou nocives, elles continueront d'exister. Je comprends que ça puisse troubler et créer des insécurités quand nos modèles sociaux sont changés. Mais je pense qu'il ne faut jamais refuser d'examiner quelque chose sans raison valable. Sachant que pour avoir des raisons valables de ne pas changer quelque chose, il faut l'examiner. Bref, vous me suivez. Et du coup, comment on déconstruit ? C'est la partie la plus compliquée. Comment on déconstruit et comment même on choisit ce qui est à déconstruire. Je vais essayer de parler de comment je fais sur un exemple. En général, nous sommes socialisés à suivre et à intégrer des modèles sociaux, valorisés et considérés comme normaux. Il y a souvent peu d'alternatives à ces modèles, et il est souvent difficile, voire mal vu de s'en détacher. Mais il y a souvent des indices permettant de remarquer certains dysfonctionnements, liés à l'intégration de manières de faire particulières. Je vais vous montrer ce que je veux dire avec un exemple, celui des relations amoureuses. Depuis petit, on m'a présenté avec des modèles de relations amoureuses basés sur l'hétéronormativité, c'est-à-dire un homme, une femme, en relation amoureuse exclusive. Alors très bien, je suis sûr que ça marche pour plein de gens, mais en même temps, il y a un truc qui me chiffonne. Je trouve ça bizarre le nombre de divorces et de tromperies sur le pourcentage de personnes en couple, c'est assez impressionnant. Donc là je commence à me questionner, et à creuser un peu le sujet. Si on a gardé ce modèle aussi longtemps, c'est qu'il marche, non ? Alors pourquoi les gens se trompent ou divorcent ? Peut-être qu'on n'est pas fait naturellement pour être en relation exclusive sur du long terme avec quelqu'un. En tout cas, c'est ce que les chiffres ont l'air de dire. Selon une étude de 2017 en France, 45% des couples divorcent. Et selon une autre étude de 2016, toujours en France, un homme sur 2 et une femme sur 3 sont ou ont été à un moment infidèles. Attention, différents types d'infidélité sont pris en compte dans cette source. Mais ces chiffres sont énormes. Du coup, si on n'est pas spécialement fait pour être en relation exclusive, d'où vient cette idée du couple monogame ? Eh bien, en se renseignant un peu, attention, je vais résumer très grossièrement. On peut trouver l'origine du couple et du mariage dans le patriarcat et le capitalisme. À une époque où l'héritage se fait de père en fils et où l'on est encore très loin des tests ADN, comment un homme pouvait savoir que l'enfant était bien le sien ? Eh bien, il lui a suffi de socialiser les femmes à travers des normes, valeurs et rôles qui les enfermaient dans des schémas sociaux, leur interdisant énormément de formes de liberté différentes, notamment celle de fréquenter d'autres personnes. Ce qui assurait les hommes de pouvoir transmettre leurs biens à leur descendance, car ils étaient assurés que les enfants seraient bien les leurs, grâce au contrôle qu'ils exerçaient sur les femmes. Donc ça, c'est juste un exemple. Mais comme on peut le voir, on relève une norme sociale, on voit qu'il y a des disparités, que c'est bizarre que ce soit le modèle adopté unanimement, alors qu'il y a tant de dérives et de problèmes liés à la construction sociale. Alors on creuse un peu. On check les raisons qui ont mené à ce modèle, on se questionne, et puis on peut choisir, faire un vrai choix, et ne pas juste accepter le modèle tel qu'il est, tel qu'il nous a été présenté. Ok, on approche de la fin, et vous aurez peut-être remarqué que j'ai peu, voire pas parlé de reconstruction. Et pour cause. Je pense que c'est bien la partie la plus personnelle de ce sujet. Je ne peux que vous inviter à essayer de prendre une vue d'ensemble des sujets que vous déconstruirez, et de réfléchir à ce qui vous conviendrait le plus. De ne pas hésiter d'essayer plein de manières de faire différentes, et de changer quand ça ne fonctionne pas. Regardez ce qui vous va, ce que vous voulez, et prenez en compte les autres pour essayer de construire le monde dans lequel vous aimeriez vivre. Je pense que la déconstruction est un premier pas qui mène vers le bonheur et l'épanouissement. Ça demande un peu de travail et de réflexion active, dans un monde où on n'a pas toujours le temps ou de l'espace de cerveau disponible. Mais ça en vaut la peine, car une fois que l'on sort des normes sociales qui nous emprisonnent et qu'on se sent libre de naviguer le monde en appliquant les normes, valeurs et rôles que l'on a choisis consciemment, on se redécouvre et on reconstruit le monde tel qu'on aimerait qu'il soit. L'impact de ce travail et de nos réflexions ne se limitera pas seulement à nous. Rejeter certaines de nos socialisations impactera d'autres personnes, ce qui, à terme, je l'espère, leur permettra de voir et de comprendre l'absurdité de certaines situations et le mal-être qui peut découler de leur normalisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était ma première et si vous avez aimé et que vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner, sans oublier la petite cloche.